Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un épisode spécial du Studio 7. C'est pourquoi c'est moi qui présente aujourd'hui, puisqu'il s'agit de notre retour sur le festival Hallucination Collective, que nous avons couvert en début de mois d'avril, avec Deka principalement, qui est ici avec moi. Bonjour. Et il y avait Louis sur une séance qui nous fera un petit retour à part, car il n'est pas présent pour cet enregistrement, mais vous pourrez quand même l'entendre dans cet épisode. Et il y avait également Anthony, qui est un troisième Anthony, oui, qui est membre de Super 7, que vous ne connaissez peut-être pas en tant qu'auditeur, mais qui est allé voir un film aussi et qui fera un petit retour écrit, lui, plutôt. Alors, sans plus attendre, on va vous parler des films que nous avons vus à cette occasion. À noter qu'il y a déjà un retour écrit global qui a été fait sur super7.fr. Et là, on va essayer de s'attarder un petit peu plus exhaustivement sur les films. Et puis, on va commencer par Deka, puisque Deka, tu as vu le film d'ouverture. Tu vas parler un petit peu du festival? Ah si, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut un peu expliquer ce que c'est. Bon, le nom Hallucination Collective, déjà, doit vous donner une petite idée du genre de festival que c'est. C'est un festival qui a été créé par l'association Zone Bis. C'était sa 16e édition cette année. Ça se tient à Lyon tous les ans, à peu près à la même période, sauf une année où ils avaient décalé à cause du Covid. Et c'est un festival qui met en avant le cinéma de genre, le cinéma bizarre, le cinéma autre que celui qui se ferait un chemin vers le grand écran habituellement. Après, ils ont quand même une sélection en compétition où c'est des films récents et il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus populaires. Cette année, il y avait Pearl, il y avait Vénus même, je pense que c'est plus dans une vibe de film grand public. Mais à côté de ça, ils vont déterrer des choses qu'ils appellent curiosités. Ils mettent en avant des réalisateurs de films un peu bis, un peu particuliers parfois, un peu voilà. Tous les ans aussi, ils font une projection d'un film pornographique, un soir du festival. Donc voilà, c'est une ambiance assez particulière. Ça se déroule pendant presque une semaine au Cinéma Comédia. Et en vrai, on peut adhérer ou non à ce délire justement de manière globale. Mais c'est quand même une bonne occasion de découvrir des films que vous pouvez voir nulle part ailleurs. Parce que vraiment, parfois, ils vont déterrer des trucs, je sais pas où ils les trouvent. Et il y a des présentations avant chaque séance pour un peu remettre en contexte le film, expliquer un peu son origine, etc. Donc, je trouve que ça peut être un moyen de faire des belles découvertes, même si vous allez voir tous les films, il y aura forcément des trucs que vous aimerez pas du tout, qui vont pas vous parler, voire qui vont vous choquer. Mais il y aura aussi forcément des trucs où vous allez vous dire ah ouais, quand même, ça c'était hyper intéressant et je suis content de l'avoir vu parce que je l'aurais pas vu autrement, quoi. Donc voilà, je sais pas si t'as des trucs à rajouter, des cas. Non, on avait parlé un petit peu l'année dernière parce qu'on avait vu par exemple RRR avec Frigo, on avait découvert Ouais. le film là-bas et c'était bien cool. Moi, c'est un festival que j'aime bien, même si je suis pas, on va dire, fan de tout. Dans l'ensemble, c'est quand même intéressant. Donc voilà, après du coup je pioche un peu, je vais pas tout voir, mais... T'avais vu Mad God aussi l'an dernier? Ouais, non j'avais vu Mad God aussi. Ouais, qui ressort bientôt. Qui va ressortir, banger par absolu. Carlotta. De Phil Tippett, un film en stop motion, enfin, c'est voilà, un ovni, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai ma voix qui part en cacahuète. Un ovni, vraiment un truc qu'on en voit vraiment rarement, un film qui a pris plus de 30 ans à être fait. Donc, enfin, voilà. Donc, moi, je vous conseille d'aller le voir pour faire un petit retour sur le Aluco de l'année dernière. Et donc, voilà. Mais non, j'ai rien de... Si, je crois qu'ils ont fait leur record de... Oui, c'est vrai. Cette année, c'était un record d'affluence pour eux. Ce qui est très cool. C'est vrai que les films en début d'après-midi ou même en matinée, il n'y en a pas beaucoup en matinée, mais ça arrive. La salle n'est pas forcément très pleine, mais dès qu'on commence à aller sur du fin d'après-midi, début de soirée, on voit quand même beaucoup plus de monde dans la salle. Après, c'est marrant parce que du coup, c'est un festival qui a quand même un aspect un peu confidentiel, ou du moins de niche, de par son thème. Et du coup, si on couvre beaucoup de séances,
tu vois tout le temps les mêmes personnes sortir, les habitués, etc., qui sont là c'est un toutes peu comme les ça pour séances. tous les festivals. Ouais, mais après, ça a la particularité d'être que sur une seule salle Ouais, c'est par vrai. rapport à d'autres festivals où il y a plusieurs projections en même temps, etc. Ouais, mais tu vois, je pensais à Cinéma du Sud qu'on Oui, avait c'est couvert vrai. l'année dernière. Du coup, cette année qu'on n'a pas pu couvrir parce qu'il était en même temps Ouais. que les Alucos. Et c'est pareil, c'est que l'Institut Lumière et tu retrouves les Oui, mêmes. c'est Bon, vrai. après, c'est pas le même, le même C'est public. pas le même public, effectivement. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est toujours marrant, je trouve, en Mhm. festival, voilà, de voir ces gens et puis limite à la fin, tu te retrouves à leur faire un signe de tête alors que tu les connais pas, tu leur as jamais parlé, juste tu les as vus entrer et sortir dans la salle pendant 5 jours. Voilà. Donc on vous conseille, en tout cas l'année prochaine, de, de suivre ce festival. Et puis là, on va faire notre petit retour sur les films de cette édition. Et donc, Deka, je te laisse commencer, puisque c'est toi qui allais voir le film d'ouverture. Ouais. Et même avant de parler de ce film d'ouverture, faut savoir que chaque édition aux Alucos, il y a un court-métrage qui est montré à la séance d'ouverture avant le film d'ouverture. Mm. Et donc que j'ai vu cette année aussi, qui s'appelle Le Temple, qui est un film qui est réalisé par Alain Fournier. C'est un film canadien, plutôt québécois, je pense, donc en français, par un studio qui s'appelle Fox Animation. Et donc là, c'est l'histoire d'un groupe d'Allemands, enfin de soldats allemands. En gros, c'est une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft. Donc on voit tout de suite la vibe dans la mer, sur le bateau, et en gros, le bateau va s'engloutir et petit à petit aller dans les abysses et grosse vibe Lovecraft, Cthulhu, quoi. C'est pour ceux qui connaissent l'appel de Cthulhu, etc. Donc c'est le titre et c'est de la nouvelle éponyme, du coup, Le Temple. Et c'était une très bonne découverte, honnêtement. L'animation est très sympa, je crois que c'est une animation en 3D, si je dis pas de bêtises. Et l'ambiance du film est vraiment top. Enfin, c'est ultra bien géré, il y a une ambiance crescendo qui se met en place petit à petit, de plus en plus angoissant. Et jusqu'à à la fin, où je ne dirai rien. Et honnêtement, un peu content, même très content, d'avoir découvert ce court-métrage. Donc, alors, je sais pas dans quelle mesure il va être accessible. C'est un court-métrage récent ? Ouais, il est sorti en 2022. Ok. Court-métrage de 17 minutes. Et franchement, si vous aimez tout ce qui est vibe un peu Lovecraftienne, Cthulhu et tout, c'est génial. Donc voilà, un film qui se base beaucoup sur son ambiance. Donc voilà, je recommande. Je sais pas si ça va être possible de le voir facilement, je pense pas. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité, allez-y. Et du coup, première séance des Alucos de cette année, séance d'ouverture avec Shin Ultraman de Shinji Higuchi. Alors, que dire moi, ça fait longtemps que je voulais voir Shin Ultraman. C'est-à-dire que c'est un film qui... Bon, en gros, je vais reparler un petit peu des Shin pour donner un peu de contexte. Il y a un réalisateur scénariste qui s'appelle Hideaki Anno, qui a fait Evangelion, c'est son œuvre la plus connue, et qui a décidé de relancer un peu des films sur les monstres un peu mythiques du cinéma japonais et même des séries japonaises, etc. Donc il avait commencé avec Shin Godzilla, qui avait sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. Et donc le film était réalisé par lui et Shinji Higuchi, du coup qui a fait Shin Ultraman. Là, du coup, il y a Shin Ultraman donc, qui a été fait, donc écrit par Anno et réalisé par Shinji Higuchi. Et bientôt, on aura Shin Kamen Rider qui va aussi sortir et qui, pour le coup, là, sera réalisé par Anno. Donc le but, c'est un peu de remettre au goût du jour ces grands classiques du Japon, on va dire. Alors moi j'ai pas vu encore Shin Godzilla, mais ça ne saurait tarder. Et donc j'ai pu découvrir Shin Ultraman. Et donc faut savoir que la première série Ultraman date de 1966, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas vu entièrement, mais j'ai vu une bonne partie des épisodes, donc c'est un truc complètement kitsch. C'est les années 66 au Japon, un peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la vibe Power Ranger, en gros, avec des gros monstres, etc. Les combats se font entre donc Ultraman, qui est en fait juste un homme en collant, finalement, et des monstres, des kaiju, qui sont aussi un homme dans un costume.
Et les combats finaux, c'est juste les deux qui se battent. On voit par exemple le vaisseau de l'équipe d'Ultraman qui sont juste des miniatures, enfin c'est des jouets, et ça se voit vraiment. Tu vois que c'est du plastique, quoi. C'est filmé d'une manière assez drôle, du coup il y a un côté très kitsch. Et donc, moi j'aimais beaucoup ça. Et j'attendais beaucoup Shin Ultraman. Et je dois dire que j'ai été quand même plutôt déçu de ce film. Alors, c'est pour ce qui est de retranscrire la nostalgie du matériau d'origine, c'est très bien réussi. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc, il y a un côté un peu mauvais, quoi, du film. Après, le truc, c'est que à quel point c'est voulu, quoi. Parce que, comme je dis, le côté nostalgique est très bien fait. Il y a plein de scènes qui sont très ridicules, voire risibles, mais du coup qui renvoient très bien à ce qui était fait à l'époque. Donc je pense déjà que c'est un film qui plaira clairement pas à tout le monde, soit au public japonais qui pourra tout de suite repenser à Ultraman, ou à ceux qui connaissent un petit peu cet univers-là et qui aiment. Mais j'ai vu quand même beaucoup de retours de gens qui ont apprécié Shin Ultraman. Donc j'avoue ne pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché pour moi. Mais il se trouve que ça n'a pas trop marché. En dehors de ce côté nostalgique, je trouvais que c'était un peu risible, quoi. Et c'était pas très réussi. En tout cas, la volonté de moderniser Ultraman, je trouve qu'elle est pas là, quoi. Le budget semble très faible. Et ça se ressent. Après, je crois que pour le Japon, c'est quand même des gros budgets, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, les effets spéciaux sont assez... Ouais. Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de moderniser ? Bah, je crois que le but quand même des Shin, donc que ce soit Shin Godzilla, c'est quand même un peu une volonté de moderniser. Ok. Après, si vraiment le but est juste de reprendre cette nostalgie là-dessus, ouais, il n'y a pas de souci, c'est très bien fait. Mais honnêtement, je me dis, bah, autant regarder les anciens, quoi. J'ai du mal à voir ce que vient rajouter Shin Ultraman. J'avais un peu l'impression, je trouve qu'il y a un peu un ventre mou au milieu, et j'ai un peu l'impression de voir plusieurs épisodes de Shin Ultraman compilés en un film. Et ça se ressent un peu comme ça, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Après je crois que mon avis est pas beaucoup partagé. J'ai l'impression en tout cas sur les retours que j'ai vus que les gens ont beaucoup apprécié. Donc moi c'est vrai que j'y suis allé avec un ami qui lui n'est pas du tout cinéphile. Je crois que les seuls films qu'il regarde c'est Fast and Furious. Dédicace. Ouais. Et je sais pas ça pour être méchant, c'est le cas. Et je crois que bah, même lui, il a pas aimé, quoi. Il est passé à côté, il s'est dit, mais c'est mauvais, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il connaît pas l'Ultraman d'origine, mais c'est pour le coup quelqu'un qui connaît bien la culture japonaise, qui regarde beaucoup d'animés, etc. Donc c'est bon, il est pas complètement dépaysé devant Shin Ultraman. Et malgré ça, il a trouvé ça mauvais, quoi. Donc après, qu'est-ce que ça vaut, voilà. En tout cas, j'ai été quand même plutôt déçu de cette ouverture Shin Ultraman que j'attendais énormément, et j'ai tout fait pour me libérer pour y aller. Et malheureusement, j'ai été bien déçu, quoi. Donc voilà. Terrible. Bon. Mais après, je vous conseille quand même de le voir parce que ça reste un objet assez spécial, mais c'est un peu le cas de tous les films du festival. Mais voilà. Ok, bon, on ouvre sur une note pas ouf, mais il y a d'autres choses à venir. Du coup, le film d'après, c'est moi qui vais en parler. C'est Vampire de José Ramón Larraz, un espagnol. C'est un film qui a été sélectionné aux hallucinations collectives dans le cadre d'une rétrospective avec 3 films du réalisateur qu'ils ont appelé Déviation. Donc bon, déjà le ton est donné, le nom de la sélection, le nom du festival, on se dit ça va être chelou. Ramón Larraz, c'est un mec qui fait des films un peu érotico-horrifiques, donc c'est une vibe qui est assez particulière aussi. Il a un peu surfé sur le succès de Jess Franco ou Jesus Franco, qui est un autre réalisateur espagnol qui fait des films
Alors, entre érotisme et horreur, thriller, enfin bon voilà, c'est assez bizarre. Mais il y a un public pour ce genre de film. Ouais. Ce qui est drôle avec ce film-là, Vampire, c'est que, en gros, il avait déjà réalisé plusieurs films avant. Et là, c'est son monteur qui lui a dit viens, on fait un film de vampire lesbienne. Parce que ça marchait à l'époque. Voilà, il y avait Jess Franco, justement, il avait fait un film sur ça qui s'appelle genre Vampire Lesbos ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Et du coup, il a dit allez, let's go. Et il avait que dalle de moyens. Et du coup, c'est son monteur qui le produisait aussi. Et du coup, le tournage, c'était un peu vraiment du truc à 3 francs 6 sous. Il savait pas comment payer ses techniciens. Du coup, il y en a un, il lui a filé sa voiture. Il y en a un, il lui a filé les droits des musiques du film. Enfin bon, c'était vraiment le bordel. Et alors, je peux comprendre un rejet de ce genre de film. C'est vraiment très particulier. Tu vois, quand je disais que aux Aluco, il y a des trucs que j'aime beaucoup et des trucs que j'aime pas, ouais. Je ne suis pas allé voir ce film oui, pour ça. Enfin, je sais bien. C'est vraiment la partie du festival qui m'enchante pas du tout. Ouais. Non, mais donc, ce que je peux totalement comprendre, tu vois. Après, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes dans le film, notamment en termes de mise en scène. En fait, j'ai trouvé ça hyper impressionnant quand tu sais qu'il a tourné vraiment avec que dalle d'argent. Il a tourné en quelques jours. Il arrive à instaurer une ambiance vraiment de fou. Et en gros, c'est... j'ai pas raconté l'histoire d'ailleurs, mais du coup, pour expliquer un peu le synopsis... J'ai peur. C'est... en gros, ça s'ouvre sur une scène où il y a donc 2 femmes qui sont en train de coucher ensemble et qui se font assassiner. Et du coup, après, elles reviennent hanter, en gros, en quelque sorte, le manoir sous forme de vampires. Les 2 femmes sont des vampires. Donc ça, c'est la scène d'ouverture où elles se font tuer. Et après, on est avec un couple de jeunes, qui est une figure assez récurrente des films d'horreur de manière générale, qui fait du camping sauvage un peu. C'est des artistes, donc en gros, ils sont là avec leur petit camping-car et ils s'arrêtent et puis ils peignent et tout. Et en gros, ils s'arrêtent dans le jardin de cette immense propriété qui a l'air abandonnée. Et en fait, ils se rendent compte que elle est pas abandonnée, qu'il y a des femmes qui ramènent un peu des hommes tous les soirs, une ambiance chelou, et puis t'as un peu la femme du couple qui est un peu fascinée et qui a envie de s'approcher, de comprendre ce qui se passe, et le mec qui est là en mode non mais on s'en fout, genre tant qu'ils nous emmerdent pas, laisse-les faire leur vie en gros. Donc voilà, et donc on va un peu découvrir ce qui se passe dans cette maison, et du coup c'est un grand manoir baroque, qui est rempli d'objets en tout genre, parce qu'en fait on comprend que les femmes c'est des vampires, elles sont immortelles, donc ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'elles sont là, donc il y a un peu plein d'objets qui se sont accumulés, etc. Et du coup Larraz, il arrive à faire des trucs hyper intéressants de mise en scène, justement à travers la mise en scène des espaces, de comment il insère les objets dans ces cadres qui vont être potentiellement important à un autre moment du récit, mais d'une manière assez subtile, je trouve. Et il va beaucoup jouer avec les miroirs, tout ce genre de choses qui est aussi quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les films de ce genre. Voilà, après, les couleurs aussi sont très belles, c'est tourné en 35, il y a un super grain avec du coup une ambiance... Mm, pas l'année 35. Oui, 35 mm. Avec du coup un grain très beau et puis une ambiance très brumeuse, comme on peut imaginer en fait un manoir avec de la brume et une grande étendue d'herbe devant, quoi. Et du coup en fait ces femmes, tu comprends qu'elles veulent se venger des hommes en fait, qui du coup, c'est un homme qui les a tuées parce qu'elles étaient lesbiennes. Et en fait, du coup, elles font du stop sur la route et elles arrêtent des hommes pour qu'ils les prennent en stop et elles les ramènent à leur manoir. Et en fait, elles les séduisent et du coup, à chaque fois, ça finit par viens boire un verre dans mon manoir, etc. Et elles finissent par les tuer pour boire leur sang, puisque c'est des vampires. Donc il y a un truc... un peu... en fait, on peut pas qualifier un tel film de féministe, tu vois, c'est impossible, parce qu'il y a quand même une vision
très érotisé de la femme. J'ai l'impression que c'est un peu un fantasme de gars qui oui, fait voilà, son film ça. avec Et ses puis, vampires lesbiens. Et puis surtout, le mec, à partir du moment où, en gros, il dit qu'ils ont fait le film parce qu'en mode, oui, ça marchait bien à l'époque, et viens, on fait un film de vampires lesbiens, tu vois. Mais en même temps, je trouve que le traitement des personnages, il est pas non plus inintéressant. C'est pas, ils ont pas juste foutu des femmes à poil en se disant, bon, bah, ça suffit aux spectateurs, tu vois. Donc. Pas Sam Levinson. Je ne sais pas. Tu vois qui c'est ? Oui, je vois qui c'est, mais j'ai pas vu ces trucs. Donc voilà, donc c'est un réalisateur qui quand même arrive à faire des choses intéressantes avec très peu de moyens. Dans une vibe de film qui évidemment n'est pas pour tout le monde. Mais si vous aimez un peu les ambiances giallo, les trucs un peu bis espagnols, puisque du coup c'est quand même un pays qui a produit beaucoup de ce genre de films, ça peut vous plaire, José Ramón Larraz. Il y avait 2 autres films qui étaient montrés aux Alucos que je n'ai pas vus, qui avaient l'air un peu moins bien. Enfin, en tout cas, ils étaient décrits comme pas forcément ses meilleurs, etc. Et encore dans une vibe très érotique et tout. Donc même si moi, je suis prête à être un peu curieuse et à aller voir ce genre de trucs, j'avais pas non plus envie de... Pas forcé. De regarder 10 000 trucs comme ça en quelques jours. Mais pas inintéressant en soi. Ok. Alors du coup, on va enchaîner avec le film de Louis, qui nous a fait un retour vocal enregistré, puisqu'il peut pas être là pour l'enregistrement, comme on a dit au début. Donc on va laisser Louis nous parler de son film, et nous on reviendra juste après pour le film suivant. Bonjour Deka, bonjour Pauline, bonjour Frigo, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et oui, malheureusement, je ne suis pas avec vous physiquement, je suis avec vous par l'esprit et par la voix. Et pour mon retour sur les hallucinations collectives, moi je vais vous parler d'un film, le seul que j'ai vu pendant le festival, La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Avant de commencer, il faut que je vous parle du film en trigger warning. C'est le film du trigger warning, donc si vous êtes un peu à cran sur certains sujets, notamment le sujet du viol, ne regardez pas le film. Clairement, voilà. Le film contient une scène de viol assez violente. Même encore aujourd'hui, on pourrait croire que le film, comme il est très vieux, la scène a un peu vieilli. C'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. La scène, je la trouve encore violente aujourd'hui. Donc voilà. Ça c'est fait. Mon ressenti du film, j'ai bien aimé. C'est un film que j'ai bien aimé. Déjà, j'aime beaucoup Wes Craven. Donc Wes Craven, pour ceux qui connaissent pas, c'est le réalisateur de Scream, des Griffes de la nuit, de La colline à des yeux. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films d'horreur. Et donc là, la dernière maison sur la gauche, c'est son premier long métrage de cinéma, et qui va être exploité en tant que film de cinéma. Il a un côté c'est très violent, c'est très brut, dû au petit budget du film. C'est un film vraiment à tout petit budget. Ça se voit beaucoup dans le film, mais ça fait aussi beaucoup son charme. Il a ce côté très violent, donc comme je le disais en trigger warning, la violence n'est pas éludée, elle est brute, et vraiment jusqu'à la fin du film où la violence va s'exacerber, et voilà. Et moi j'ai un bon feeling sur ce film. C'est pas le meilleur film de Wes Craven que j'ai vu, et c'est même pas le meilleur film tout court que j'ai vu. Mais je l'ai trouvé super intéressant en fait. J'allais dire j'ai passé un bon moment devant, mais c'est peut-être pas le bon terme. Je l'ai surtout trouvé super intéressant. Pour un premier film, il est très fort. Niveau mise en scène, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment super, on est vraiment super mal à l'aise face au film et tout. La violence marche super bien, la provocation marche super bien. Et encore aujourd'hui, en 2023, on est vraiment mal à l'aise face à ce film. Et la dernière partie du film est vraiment une explosion jubilatoire. Une explosion jubilatoire que j'aime beaucoup.
En plus de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont Wes Craven va traiter de la violence. Il la traite de manière à ce qu'elle rentre dans un monde bourgeois qui se veut hors de cette violence. C'est un peu le même type de cas, c'est un peu le même cas que dans La colline à des yeux. Je préfère La colline à des yeux parce que je le trouve mieux fait. Mais il y a un peu ce côté-là, parce donc du coup on y suit une jeune fille qui est issue quand même d'un milieu très, très riche, très bourgeois et tout, où ses parents lui disent, d'ailleurs au début du film, fais attention quand tu vas en ville, les quartiers craignent et tout. Et effectivement, quand on la voit dans la ville, c'est des quartiers beaucoup plus modestes, beaucoup plus pauvres et tout. Et donc les parents ont peur de ça et de la violence qui en ressort, de ce qu'ils ont lu en fait dans les médias. Et c'est ce traitement-là qui est super intéressant chez Wes Craven, parce que c'est comment cette violence va bousculer cette vie bien rangée des personnes riches et bourgeoises, et il le fait de manière très abrupte, quoi. Donc c'est très intéressant, et moi j'aime particulièrement bien ça, et notamment dans son final qui est vraiment génialissime. Autre chose que j'aime beaucoup avec Wes Craven, et notamment avec ce film, c'est que ce film est considéré un peu comme le premier Rape and Revenge. Donc qui est un sous-genre du film d'horreur où une femme violée va se venger de ses agresseurs. Et donc La dernière maison sur la gauche, plus ou moins considéré comme le début de ce sous-genre-là. Et Wes Craven, déjà, le démonte un petit peu, il cherche un petit peu à jouer avec les codes déjà de ce sous-genre-là, notamment avec la fin, parce que c'est pas tout à fait un Rape and Revenge où la femme va se venger. Et donc, rien que ça, déjà, on sent l'envie de Wes Craven de déjà bousculer certains codes esthétiques et même du genre et du film. Et du coup, je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc voilà, c'est un film que je trouve intéressant, qui est pas le meilleur du cinéaste, et c'est pas celui que je vous recommanderais le plus de Wes Craven. J'étais très content de le découvrir au cinéma, aux Alucos. Mais je considère pas ça comme son meilleur film. Moi je le trouve intéressant, mais pour de nombreuses raisons, et pour notamment la façon dont il filme le viol et la violence et les agressions sur les femmes, aujourd'hui je le conseillerais clairement pas à tout le monde. Voilà, je voudrais faire un petit retour aussi sur le festival des hallucinations collectives dans sa globalité, car c'est un festival que j'ai beaucoup aimé. Dans sa programmation et tout, je le trouve super intéressant et tout. Il propose des films qu'on verrait jamais au cinéma, quasiment jamais au cinéma, des films de genre qui sont vraiment sortis de nulle part et du monde entier. Et c'est assez rafraîchissant en fait. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et il y a moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la programmation des curiosités, et ça m'a donné énormément envie de voir certains des films qui étaient programmés, et donner envie d'y retourner l'an prochain et tout, pour voir ces curiosités qu'ils vont proposer. Car, encore une fois, c'est des films qui sont quasiment jamais exploités au cinéma, qui n'ont jamais été exploités dans les salles, et qu'on verra jamais ailleurs, en fait. C'est assez génial, et du coup, ça rend les films dans une autre dimension. Ça fait rentrer les films dans une autre dimension, de les voir au cinéma. Donc ouais, c'était un très bon festival pour le peu que j'en ai fait. Mais en tout cas, ça m'a bien donné envie, je l'espère pour l'an prochain, si mon emploi du temps me le permet, d'y revenir. Voilà. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt, en vrai cette fois, pour un prochain épisode du Studio 7. Et puis voilà, c'était Loulou-8 McDuck. Et donc le film suivant, c'est Deka qui l'a vu, c'est UFO Sweden. Oui, alors UFO Sweden, un film dont je n'avais jamais entendu parler, j'y suis allé vraiment en mode de grande découverte.
Donc, comme on le voit dans son titre, c'est un film suédois d'une société qui s'appelle Crazy Pictures et qui est connue en Suède pour avoir fait alors un autre film avant celui-là, donc j'ai plus le nom, je suis désolé, peut-être The Unthinkable. Ok. Bon voilà, accent incroyable. Et en fait, ils sont connus pour faire des choses super bien avec très peu de budget et très inventifs, etc. Donc ils ont eu la chance de pouvoir faire UFO Sweden. Et pour revenir très rapidement sur ce film, alors je vais faire le retour simple, ça fait penser à Stranger Things. Voilà, retour simple. Et maintenant un peu plus détaillé. Donc c'est l'histoire de... Alors, je suis toujours nul pour raconter les histoires. Mais en gros, d'une jeune fille qui est la fille de son père. Dingue. qui était, lui... donc il faisait partie d'un groupe qu'on appelait UFO Sweden et qui avait pour but de un peu cataloguer les ovnis. Donc UFO, c'est ovni. Les ovnis en Suède et qui a commencé un peu à développer des théories du complot vis-à-vis de tout ça. Et donc, un jour, il disparaît. Et il va se passer des choses après. Elle pense qu'il va peut-être revenir. Est-ce qu'il y a vraiment des ovnis? Est-ce qu'il y a un vrai complot ou pas? Elle va retrouver l'ancienne équipe de l'UFO Sweden. Elle va aller les voir. Elle va leur dire, bon, voilà, je pense que j'ai des signes qui me prouvent que mon père est encore là, ou en tout cas qu'il avait raison. Et donc ils vont partir un peu, toute cette équipe, voilà, ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui se trame vraiment sous cette affaire d'OVNI. Et j'ai trouvé ça très sympa, honnêtement. C'est un film, donc, comme je dis, que c'est une grosse vibe, pour faire très simple, pour moi tout le monde situe, Stranger Things, que ce soit la BO, on dirait vraiment qu'elle sort tout droit de la série, que ce soit l'ambiance, les personnages, on a des personnages qui sont très clichés ou un peu caricaturaux, mais du coup qui sont très drôles, quoi. Il y a vraiment une vibe, alors ça se passe dans les années 90, donc il y a une vraie vibe années 90, le début des ordinateurs, de tout ça, et ça se sent. Il y a aussi des scènes où du coup l'héroïne principale se déplace en moto dans les rues, un petit peu on dirait vraiment les scènes de Stranger Things où ils sont sur leur vélo dans les rues des années 80, là c'est un peu pareil. Et franchement c'est un divertissement qui fait vraiment le taf. Et même s'il y a quelques défauts, scénaristiquement, oui, il y a des raccourcis qui sont faits à des moments, mais honnêtement, ça se regarde super bien. Et moi j'ai vraiment passé un bon moment. Ce qui est touchy avec ce genre de film, c'est que souvent ça peut... Quand tu traites de théorie du complot comme ça, tu peux avoir peur que comment dire, que ça donne une impression de pro-complotiste en fait. C'est je crois que ce qui était par exemple reproché à Moonlight qui est sorti récemment, Moonfall. Ah, Moonfall de Emmerich. De Emmerich, où j'ai entendu certaines personnes dire qu'il y avait vraiment un discours pro-complotiste, etc. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment toute l'ambiance, tout est fait d'une manière que finalement, c'est bien géré. Et c'est pas la vibe, c'est pas oh là là, tout le monde nous ment, le gouvernement nous ment, il y a du complot partout. Enfin voilà quoi. C'est plutôt bien fait de ce côté-là. Et puis voilà, au niveau de l'ambiance, c'est cool, c'est très drôle. Enfin, franchement, il y a pas mal de scènes qui m'ont fait rire. Et les personnages sont super cool. Non, franchement, je crois que c'est peut-être un des premiers films suédois que je regarde. Bergman. Oui, mais je veux dire hors Bergman. Ouais. C'est pas un cinéma dont on a beaucoup l'habitude. Enfin, je pense même généralement quand même. Peut-être pas le plus, celui qui s'étend le plus, quoi. Hors Bergman, voilà, je sais pas en tout cas. Mais en tout cas, pas moi. Et c'était une bonne surprise. Un film qui se regarde bien. Voilà. Si je dis pas de bêtises, il était en compétition, donc ça veut dire que c'est un film qui n'est pas encore sorti et qui potentiellement peut avoir une sortie en salle. Franchement, un jour. Ça mériterait. C'est vraiment le truc à aller voir entre potes ou en famille ou quoi que ce soit, qui se regarde super bien, quoi. Donc, ouais. Donc n'hésitez pas à guetter ça. Voilà. Si vous aimez Stranger Things, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas du tout, je pense que vous n'aimerez pas. Voilà. Ok, c'est simple. Du coup, moi je vais passer au film suivant et on est de retour sur du patrimoine. C'est un film qui s'appelle L'inconnu de Chandigore de Jean-Louis Roy ou Roy, je sais pas comment on prononce, de 1967. Et c'est un film suisse
Et pour le coup, là, tu parlais de pays qui s'exportent pas beaucoup, etc. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir vu d'autres ou beaucoup de films suisses dans ma vie. Et d'ailleurs, ce film, c'était le premier film suisse à être sélectionné au Festival de Cannes. Donc, c'est qu'il devait pas non plus produire des masses de trucs, j'imagine. Donc, film suisse des années 60, la Suisse étant nos voisins. Voilà, il y a une énorme vibe nouvelle vague. Tu sens que le gars, il est archi inspiré par Godard, principalement. Dans son montage. Enfin, le montage est très nouvelle vague, avec des cuts assez brusques, parfois au sein même de séquences où tu as des ellipses qu'on voit à peine, mais que tu ressens dans les dialogues. Et puis, c'est un film d'enquête, et du coup, bah, ça m'a beaucoup fait penser à Alphaville, film d'enquête de Jean-Luc Godard que j'ai proposé pour l'épisode Nouvelle Vague. Donc, teasing. C'est petit teasing parce qu'il va sortir avant. Mais on va dire que c'est pour ceux qui écoutent notre voilà, ceux qui écoutent le ils ont bonus, droit à un teasing. une exclue. Voilà, une petite exclue. Et du coup, moi, aimant beaucoup Alphaville, j'ai plutôt beaucoup aimé ce film aussi. Donc en gros, c'est un peu compliqué à résumer parce qu'il y a plein d'intrigues qui se recoupent. Mais l'idée principale, c'est qu'il y a un grand scientifique qui a construit une machine, enfin un truc, c'est jamais vraiment identifié précisément, qui permettrait d'annuler les effets des bombes nucléaires. Donc en gros, grâce à ça, vraiment, il y aurait la menace du nucléaire disparaîtrait parce que toutes les bombes nucléaires pourraient être annihilées. Et son truc s'appelle l'annulator, d'ailleurs. Et du coup, il y a un peu plein d'organisations mondiales, enfin que ce soit, je crois, il y a des Japonais, des Américains, des Français, etc., qui veulent tous mettre la main sur ce truc, mais pour des raisons, du coup, mauvaises. Parce qu'en fait, eux, ils se disent, si on a la main sur ça, ça veut dire que personne d'autre ne peut nous attaquer avec une bombe nucléaire, mais que nous, on peut attaquer les autres avec une bombe nucléaire. Donc en gros, t'es un peu le maître du monde, quoi. Et donc, on va suivre un peu tous ces personnages, à la fois des sortes de détectives, des agents secrets, qui vont essayer de tous comploter pour mettre la main sur ce truc, et qui vont parfois se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres, parce qu'en fait, il y en a un qui fait un move avant l'autre, et du coup, il avait prévu un truc, et il peut pas le faire, enfin bon, voilà. Et du coup, il y a une vibe assez décalée et drôle par moments, ce qui est très bizarre parce que ça traite de sujets très sérieux, et le présentateur, Rosa Lucco, il a dit que le réalisateur voyait son film de manière assez premier degré. Du coup, on sait pas vraiment ce qui est voulu ou pas dans ce ton décalé du film. Mais en même temps, il y a des personnages, genre, il y a Serge Gainsbourg dans le film, qui d'ailleurs a écrit une chanson pour le film qui est très belle, qui s'appelle Bye Bye Spy, Mr. Spy. Et en fait, lui, il est coach, entre guillemets, d'agents secrets, et c'est tous des mecs chauves qui sont tous habillés pareil, en costard et tout, et il les entraîne à tous être pareils pour pouvoir se fondre dans la masse. Et il y a des séquences hyper marrantes où t'as tous les chauves qui font exactement la même chose, qui s'assoient en ligne sur des chaises et qui croisent les jambes au même moment, etc. Et j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas une vibe un peu second degré là-dedans. Mais voilà, le film a été aussi pas mal rapproché à James Bond, parce que, en gros, le professeur, même s'il a construit un peu l'arme ultime de paix dans le monde, il est quand même très chelou. Il a une fille avec qui il est ultra tyrannique, qui laisse pas sortir de chez lui, etc. Et du coup, qui va avoir un peu un rôle clé aussi, elle, dans l'histoire. Il a un peu un côté monstre, et du coup, qui fait penser un peu au méchant dans James Bond. Et sa maison, c'est un truc ultra moderne, parce que du coup, lui, c'est vraiment un grand scientifique, et où du coup, il y a des caméras de partout. Lui, il est en fauteuil roulant, mais il parle, et sa maison, elle fait les trucs pour lui, on va dire. Mais la différence avec James Bond, c'est que là, il n'y a pas de héros, en fait. Que ce soit les agents secrets, les mecs qui veulent sauver le truc, etc. Tout le monde est un peu pourri, tout le monde pense qu'à son propre intérêt. Et à la fin, ça finit un peu mal pour tout le monde, mais en même temps, ils sont là en mode off, tant pis. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant, cette approche où en fait,
personne tire son épingle du jeu, on suit plein d'histoires, et en fait, les gens, à la fin, ils sont en mode, raté, et on passe à autre chose. Donc voilà, et c'est un film dont les droits sont chez Carlotta, mais qu'ils n'ont pas encore ressorti. Ça va venir, quoi. Donc c'est susceptible de venir peut-être en Blu-ray prochainement. Donc voilà, je recommande en tout cas. Ok. Et puis voilà, après on va parler du film suivant, qu'on a vu tous les deux avec des cas, donc on va pouvoir en parler ensemble. Et qui est Vénus, de Jaume Balagueró. Donc on est encore sur un film espagnol, qui est lui aussi un film de la compétition, comme UFO Sweden, donc qui n'est pas encore sorti en France et qui va sortir prochainement, qui était déjà présent au festival Gérard Armé, où tu étais. Ouais, je crois qu'il en a fait d'autres aussi. Je crois qu'il en a fait un autre. De film depuis ? Non, quoi ? De festival. Ah, de festival ? Ouais. Oui, c'est très possible. Et est-ce que tu veux raconter l'histoire ou je me lance Non, j'ai pas envie de raconter l'histoire. Ok. Je vais juste dire que c'est pas le premier Balagueró que j'ai vu. Ouais. J'ai vu La secte sans nom, que j'ai détesté. J'ai trouvé que c'était absolument abominable. Je l'ai vu du coup parce qu'il y avait une rétrospective sur Balagueró à Gérard Armé. Donc j'ai commencé avec Sleep Tight. Je crois que toi t'as bien aimé. Oui. Mais bon, comme quoi tu as raison tu peux te tromper de temps en temps. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça. C'est Malveillance, je crois, le nom en français. Oui, je crois que c'est ça. Mais Mientras duermes en espagnol. Enfin bon, c'est le meilleur des trois que j'ai vu. Ça, on peut être d'accord. Mais voilà quoi. Je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Après, je l'ai vu il y a longtemps. Hein. Ouais. Revois-le après Vénus. Et donc, j'ai vu La secte sans nom et j'ai dit bon, c'est bon, on arrête là. On arrête là pour la rétrospective Balagueró, c'est bien gentil. Alors, Balagueró, c'est quand même la personne qui a fait Rec avec Paco Plaza. De ce que j'ai vu, je pense que bravo Paco Plaza pour Rec. En gros, hein, sans vouloir être méchant, mais ouais, non. En fait, c'est catastrophique, je trouve. Moi, je trouve ça mais vraiment mauvais, quoi. Ouais. Et j'en ai vu 3 du coup de lui. C'est pas le pire que j'ai vu. Et dingue, certains ont dit que c'était un peu un film qui réunit tout le meilleur de sa filmo, un peu un best-of de sa filmographie. T'es mal à la gueule du best-of, quoi. C'est non, ça franchement en gros je pense que du coup si vous n'aimez pas ce film, n'essayez même pas d'aller voir d'autres Balagueró, quoi. Ah oui. Enfin bon, mais du coup je vais peut-être quand même un peu expliquer de quoi ça parle. Ça parle d'une fille qui s'appelle Lucia, qui est danseuse exotique. C'est comme ça qu'elle est décrite dans le synopsis. Ah ok. Bon, en gros, elle fait du pole dance dans une boîte de nuit, quoi. Ah oui, ils ont dit danseuse exotique. Dans le synopsis, c'est écrit danseuse exotique entre guillemets. Bon. Et en fait, elle vole un truc à son patron. Au début, on sait pas trop ce que c'est, mais bon, on comprend vite. C'est un énorme sac de drogue qu'elle vole à ses patrons. On sait pas trop pourquoi au début. Ses patrons qui sont des mafieux, évidemment. Tu tiens une boîte de nuit, t'es un mafieux, voilà. Et elle va se cacher chez sa sœur qui n'avait pas l'air d'avoir de ouf envie de l'héberger, mais bon, quand même, c'est sa sœur, donc elle le fait. Et en fait, en parallèle, on découvre que sa sœur, elle habite dans un appart ultra glauque, où il se passe des trucs bizarres, et où sa fille, elle dit qu'elle est... que dans ses rêves, il y a une espèce de sorcière qui vient lui rendre visite et lui donner des objets dans ses rêves. Et du coup, on sait pas trop sur quelle intrigue s'attarder, parce qu'en parallèle, il y a le truc des gangsters qui cherchent leur sac de drogue et qui du coup veulent défoncer la fille pour récupérer leur argent. Et en fait, on découvre qu'un des gangsters, en fait, c'est son mec et il est avec elle. Et en même temps, il y a la fille qui est hyper chelou, hyper inquiétante. Il y a une sorte de secte aussi. Oui, et il y a la mère qui se barre pendant longtemps. Enfin, en gros, la mère disparaît et du coup, elle se retrouve à devoir rester pour un peu s'occuper de sa nièce. Et en dessous, il y a des meufs trop bizarres qui habitent et qui est un peu une secte dans l'immeuble. Un peu.
Non, mais au début, enfin, on sait pas trop jusqu'au bout, tu vois. Bon, enfin bon, en gros... Il y a tout plein de trucs qui s'intriquent et qui, je trouve, ne vont pas ensemble, enfin, c'est nul, quoi. Il a mis 4 films en un. Ouais, mais du coup, aucun n'est... En fait. Ouais. Et en même temps, il va limite pas assez loin dans ce truc un peu de partir en cacahuète. Et du coup, tu te retrouves juste avec un entre-deux un peu naze où rien, enfin, où tu crois à rien, en fait. Et ça se termine dans un truc que j'ai trouvé hyper pathétique. En gros, une histoire de sorcière trop bizarre. Enfin, et la fille qui se fait genre poignarder, tirer dessus 50 fois et tout, et qui en fait se met du scotch autour du ventre et puis part défoncer tout le monde. Bon bah voilà, il y en a certains qui voient en ça un espèce de final explosif jouissif. Moi j'ai juste roulé les yeux au ciel des milliards de fois. J'étais là, je rigolais, mais j'avais des fous rires nerveux en fait devant le film. À chaque nouvelle séquence, genre c'était trop gênant. C'était moi devant Dark Glasses de Argento aux Alucon l'année dernière. Non. Un peu. Non mais c'était ma réaction. Oui, non mais oui. Devant ce film, toi tu l'as vécu là avec Vénus quoi. Ouais, vraiment, j'avais des crises de rire nerveux, genre je me disais mais non mais il va pas faire ça, et puis s'il le faisait, mais non il va pas faire ça, et puis s'il le faisait, et genre vraiment j'ai trouvé ça horrible, et je ne comprends pas que ce mec ait une carrière et que ce genre de choses puisse être produite, genre vraiment, soyons clairs, je sais pas. Je pense que ça peut plaire à des gens. Bah, ce côté apparemment jouissif, ça part plaît dans à tous des les gens. sens. Oui, mais tu vois, je trouve même pas ça si jouissif, genre non, tellement c'est nul. En fait, t'as l'impression qu'au lieu d'avoir un film, t'as 4 maquettes pour 4 films différents. Genre, t'as des ébauches un peu et il a compilé le tout et voilà. Ouais. Enfin bon, on va pas. On va pas épiloguer. Voilà, je pense que vous avez compris qu'on n'a pas vraiment aimé. Non, pas du tout. Et du coup, après, pour se remettre de nos émotions, on est allé voir un autre film et Deka s'est remis de ses émotions en roncant pendant tout le film. Ah oui, il faut savoir que je travaillais tôt le matin, j'étais là depuis 6 heures. Oui, j'abuse. Et donc cette séance de 22 heures était compliquée, fatale. Je me suis endormi. Ouais. Tout simplement, j'ai vu 15 minutes maximum. Et puis après, j'ai dit, bon, en plus, faut avouer que j'ai vu les 10-15 premières minutes du film, j'étais en mode, bon, c'est pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Et je pense que même si ça m'intéressait, j'aurais pas tenu. Mais enfin bon, j'ai dormi, du coup je te laisse la parole. En fait, la forme ne permet pas de rester dedans si t'es pas full éveillé, quoi. Et du coup, ce film, c'est un film qui s'appelle Combat Choc de Buddy Giovinazzo, qui date de 84, ouais. 86, moi j'ai. Ah bah sur la fiche des Alucos, il y a écrit 84. Ah, bon, bah... Mais en fait, après, comme c'était un film... en gros, c'était un film étudiant, qui a été fait avec très peu de moyens, il a employé sa famille, etc. Et qui a été récupéré par la suite par un distributeur. Du coup, ça se trouve, ça a été réalisé en 84, mais c'est sorti en 86. Enfin, ça peut être ce genre de choses, je pense. On a eu droit à un petit mot du réalisateur en vidéo avant le début du film, mais en fait, lui-même était étonné déjà que son film ait pu être distribué après sa sortie, après sa réalisation, mais qu'il soit encore montré en festival aujourd'hui. Et il a expliqué que ce film, il l'a fait un peu pour exorciser des traumas personnels. Et tu te dis que ouais, le gars dans sa tête, ça devait être quand même le gros bordel. C'est un film post-Vietnam, donc comme il y en a pas mal, mais où en gros on suit un vétéran de guerre qui est traumatisé par ce qu'il a vécu au Vietnam, et qui a des espèces de flashbacks qui lui reviennent, les fameux flashbacks du Vietnam, qui lui reviennent dans sa vie quotidienne, et qui en fait il sait plus, il y a plein de choses qu'il a oubliées, et du coup il sait plus si c'est un vrai souvenir, qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce qu'il a sûrement vécu des choses très traumatisantes, il a vu des Vietnamiens se faire assassiner, il sait plus si lui il en a tué, s'il en a pas tué, enfin voilà. Et du coup ce mec est de retour aux États-Unis, et il a une belle vie de merde. Il a pas d'argent, pas d'emploi, et impossible de trouver un emploi. Il a sa femme qui est enceinte et ils ont déjà un bébé, et en gros il y a ce truc très poisseux, etc. Et lui il a dit qu'il avait que ses influences principales pour le film c'était Eraserhead de Lynch et Taxi Driver de Scorsese, et effectivement ça se ressent beaucoup, genre tu sens un peu l'étudiant qui était là en mode je veux qu'on voit mes rêves. Et donc son bébé est un espèce de monstre difforme
donc exactement comme dans Eraserhead. Et du coup, il va partir, en gros, il va partir pour essayer de trouver du travail à la base. Et il va rencontrer un autre vétéran qui est devenu un junkie total. Il va se faire agresser parce qu'il doit de l'argent à des mecs, enfin bon, plein de trucs comme ça. Et il y a un peu cette montée en tension où tu sens qu'il va péter un câble en fait. Et l'ambiance est assez bien construite. Enfin, on est vraiment mal à l'aise devant, mais c'est ce qui était voulu. Et en gros, lui, il a expliqué qu'il voulait montrer des choses qui n'étaient pas forcément montrées dans les autres films sur le Vietnam, de vraiment cette Amérique pauvre. De ces vétérans qui au final ont fait la guerre mais qui n'ont rien derrière. Le mec il est vraiment il a pas d'argent, il a pas de rente de vétéran ou de trucs comme ça, il arrive pas à trouver un emploi et on lui dit qu'il est pas qualifié pour les seuls emplois qu'il pourrait avoir, mais en même temps le mec il était parti faire la guerre, donc voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Surtout que... il y a vraiment des moments qui sont difficiles. Bon, après, c'est pas hyper subtil non plus. Tu vois vite où ça veut en venir. Donc, à savoir le mec qui pète son câble, quoi. Avec une fin très Taxi Driver. Et aussi, le truc qui est un petit peu gênant, je trouve, c'est que... Donc, ça a été tourné avec très peu de moyens. Tu sens que le gars, même les séquences... qui sont censés se dérouler au Vietnam, il les a tournés dans la forêt du coin, que tout est vraiment fait à la main, quand il y a des coups de fusil, que voilà, il avait mis des pétards dans le sable ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, moi, ça m'a fait penser, le lien est très... Je suis partie un peu loin, mais ça m'a fait penser au petit film que fait le personnage de, en gros, Mini Spielberg dans Les Fabelmans. Où genre ses parents, enfin tout le monde dit ouais c'est incroyable et tout, mais parce que c'est un gosse de 15 ans qui fait des trucs inventifs. Il est pas aussi dérangé dans... Non, il est pas aussi dérangé, mais je veux dire en termes de moyens techniques, tu vois. Oui. Genre ils sont là en mode ouais t'es super inventif, t'es trop fort et tout, mais bon c'est un gosse de 15 ans, tu vois. Et du coup là quand tu vois ça au cinéma, t'es un peu en mode bah c'est bien, il s'est débrouillé avec ce qu'il avait, il a fait un truc sympa, mais ça se voit que c'est très amateur, quoi. Ouais. Donc je pense que le film il est plus resté un peu pour ce qui montrait ce côté très cru, très sale de l'Amérique. Et d'ailleurs lui il a dit qu'il a tourné là où il avait grandi, donc il a probablement grandi dans un contexte très défavorisé où justement il devait voir des gens un peu péter des câbles et ça l'a marqué. Mais c'est pour ça que je disais si t'es pas full éveillé, la forme ne te prend pas forcément parce que t'es pas non plus immergé dans le truc à fond, quoi. Mais c'est plutôt sympa, intéressant. Ok. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Moi, pas grand-chose jusqu'à plus loin. Donc là, tu vas partir en monologue pendant un moment. Ok, bon, alors après, moi j'ai vu un film qui s'appelle Smithereens et que pour le coup j'ai adoré. Ils avaient fait une sélection qu'ils appelaient En pleine rue, avec des films du coup... Dans la rue ? Dans la rue, voilà. Ça c'est un film de Susan Seidelman et son nom peut-être vous est familier parce qu'elle a fait un film qui s'appelle Recherche Suzanne désespérément avec Madonna dans le rôle titre. C'est son film le plus connu, mais du coup avant ça elle avait fait ce film en 82 aux États-Unis qui se passe à New York et donc effectivement ça se passe presque tout dans la rue parce qu'en gros on suit une jeune femme qui s'appelle Ren qui en fait vit plus ou moins dans la rue. En fait, elle vit au crochet des gens qu'elle rencontre. Donc tu sens qu'elle est un peu lourde. Enfin voilà, que quand elle a nulle part où dormir, en fait, elle va accoster des mecs pour essayer de se faire incruster quelque part. Et elle a un peu cette... En fait, elle voudrait être une rockstar, être connue, être manager de groupe de rock, etc. Et du coup, elle se donne l'illusion qu'en fait qu'elle fait partie de ce milieu, alors que pas du tout. Genre, elle va voir des mecs qui font des concerts dans des bars et tout. Elle leur dit ouais, c'était super ce que tu fais. Et le mec, il en a rien à foutre. Donc c'est elle la protagoniste. Et à côté de ça, elle rencontre un gars qui s'appelle Paul. Qui vit dans son van et qui est un peu un artiste et qui bien sûr va tomber amoureux d'elle un peu au premier regard. Je pense que c'est genre ce côté un peu nonchalant, cette liberté, etc. qui lui il est plutôt un garçon sage, on va dire, qui va lui plaire.
Et elle va un peu le mener en bateau, en mode elle s'en fout de lui, et puis en fait elle a nulle part où dormir, alors elle va aller dormir dans son van, et puis en fait elle rencontre un rocker, donc elle donne plus de nouvelles à Paul pendant des jours parce qu'elle dort chez le rocker, et puis en fait il la tèche, donc elle revient, etc. Il y a un peu ce va-et-vient, et du coup on a plutôt de la peine pour Paul, qui est un gentil garçon qui est tombé amoureux de la mauvaise personne. Elle a un côté assez antipathique. Enfin, franchement, en fait, elle prend que des mauvaises décisions. Tu comprends pas trop pourquoi elle fait certaines choses. Et en même temps, on peut pas vraiment lui en vouloir parce que tu sens que ce qui lui importe, c'est vraiment sa liberté, elle veut pas être justement au crochet de quelqu'un, que si elle le fait, c'est juste par intérêt personnel. Et en fait, elle pense qu'à son intérêt personnel pendant tout le long. Et donc, on n'arrive pas vraiment à lui en vouloir... de pas vouloir s'engager dans une relation, de pas vouloir... parce que lui, en gros, il aimerait partir avec elle de New York pour aller dans un état plus tranquille, à la campagne, etc. Et en fait, elle, au bout d'un moment, elle lui dit « Mais en fait, tu me vois vivre à la campagne elle qui traîne dans les rues new-yorkaises toutes les nuits et qui fait la fête, qui... Voilà. » Et donc, c'est un film qui est reflet de l'esprit punk de l'époque. Et moi, je connaissais pas trop... Enfin, j'ai pas trop vu de film punk et j'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ça m'a fait penser au film indé américain que j'aime bien, genre la trilogie Long Island ou Vengeance is Mine de Romer. Romer, pas Eric, mais Michael. Et du coup, je trouve que faut vraiment se laisser porter par cette vibe très, très libertaire, très... très particulière, mais vraiment sympa. Donc c'était une bonne découverte. Et je crois qu'il a été projeté à Cannes, le film, et qu'à l'époque, il y avait très peu de petits films indépendants américains qui étaient montrés. Donc pareil, c'est un peu comme tout à l'heure pour L'inconnu du chant d'Igor, c'était un peu une première pour ce genre de film à Cannes. Voilà, et si vous avez apprécié, si vous aimez Recherche Suzanne désespérément, je pense que c'est un film de Sedelman qui est moins connu et qui vaut le coup d'être découvert. C'est intéressant tout ça. Voilà, après je vais continuer du coup. Bah oui. On va repartir sur une petite merde, disons les termes. Bon, pas de temps si t'as pas aimé. Hein. Non, 2 mots et puis... Oui, bon, en gros, c'est un autre film en compétition, donc bon, j'avoue que moi, ce que j'ai vu de la compétition, ça m'a moyennement emballé, qui s'appelle Candyland de John Swab, et en gros, on suit une bande de prostituées sur une aire d'autoroute, enfin, il y a un espèce de motel avec leur maquerelle, et voilà, il y a genre 3 filles et un mec qui se prostituent sur l'aire d'autoroute auprès des routiers principalement. Et en gros, à un moment, il y a un camion d'espèce d'évangéliste chelou qui annonce la fin du monde qui passe là avec une jeune fille qui va rester sur l'aire d'autoroute et que les autres vont partir. Et ils ont un discours ultra chelou en mode il faut rejoindre Dieu, et expier ses péchés et puis rejoindre Dieu, machin. Les évangélistes, quoi. Ouais. Oui, mais là, c'est vraiment une vibe secte. Les évangélistes, quoi. Ouais, bon. Et du coup, elle va rester. Et au début, on comprend pas trop pourquoi elle reste, etc. Et du coup, ils vont la recruter, entre guillemets, dans leur groupe de prostituées. Et en fait, on découvre très rapidement, donc c'est pas du spoil, que en fait, elle assassine... les gens qui, du coup, pêchent. Donc, évidemment, cet endroit en est plein. Que ce soit les prostituées ou les hommes qui payent les prostituées. Donc, en fait, il va y avoir une série de meurtres qui est... Voilà, c'est très drôle parce que elle tue avec son crucifix qui s'ouvre pour faire un poignard. Évidemment. Au nom de Dieu, elle tue les mecs en faisant des prières en mode... Voilà. Et en fait, elle est persuadée qu'elle envoie les gens au paradis, en fait, qu'elle expie leurs péchés et que grâce à ça, ils vont pouvoir aller au paradis. Et il y a vraiment beaucoup de meurtres d'affilée et personne ne la soupçonne jamais.
alors que la meuf elle est arrivée là et les meurtres ont commencé. Enfin, bon voilà, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et ça se finit où genre elle tue tout le monde, elle veut aller rejoindre sa famille, ils se sont tous suicidés pour rejoindre Dieu. Enfin bon, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très, très balourd. Ok. En termes d'histoire, c'est vraiment pas très intéressant. Après, en termes de réalisation, il y a quelques trucs intéressants quand même. Ouais. Parfois, il y a une caméra subjective où en gros, c'est comme si c'était Dieu qui regardait la fille. Je trouve cette utilisation assez intéressante. Et les personnages sont pas mauvais, enfin, ils sont pas très bien écrits, mais les acteurs sont pas mauvais, etc. Mais je pense que c'est un film qui est quand même relativement dispensable. Voilà. Et puis ensuite, toujours moi, j'ai vu un film qui s'appelle Joe, c'est aussi l'Amérique. Juste Joe en anglais. De J-O-E. Ouais, de John G. Avildsen. Pardon. Ça t'a pas trop bégayé. Je suis désolée pour ce monsieur. C'est un film qui a fait un petit peu parler de lui récemment, parce que Tarantino en parle dans son livre qu'il est venu présenter au Grand Rex là, de ce film. Et en gros, on part sur deux hippies. Enfin, c'est aussi un film sur un peu la contre-culture américaine, le post-Vietnam, etc. Et aussi un film qui est assez sombre par rapport à ça. Où en gros, au début, il y a un couple de hippies et la fille, en gros, ses parents sont des immenses bourgeois, mais elle, c'est un peu la rebelle qui, du coup, est partie avec le hippie fauché, artiste, drogué. Et il lui donne de la drogue, justement, ce mec, et elle va faire une overdose et se retrouver à l'hôpital. Et du coup, ses parents sont en mode bon, maintenant, faut que tu te calmes, tu rentres à la maison, et puis faut que tu arrêtes de fréquenter ce type. Et le père, en allant récupérer ses affaires dans l'appartement où elle vivait avec le gars, va tomber sur le gars qui va être infâme avec lui, enfin super insolent, et du coup il va se battre avec lui et plus ou moins accidentellement le tuer. Et du coup suite à ça il est un petit peu mal, on va dire. Il va dans un bar pour se saouler et il rencontre ce mec qui s'appelle Joe, qui est genre le prolo américain par excellence, manutentionnaire, et qui est raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Américain, quoi. Voilà, américain moyen. Et en fait, qui est en train de se saouler la gueule et qui dit qu'il déteste les hippies et que s'il en avait le courage, il les tuerait tous, qu'il aimerait trop tuer un hippie, etc. Et donc, le père bourgeois va lâcher sur le coup, puisqu'il est un peu bourré, moi je viens de le faire. Et le mec il est un peu en mode ah vous êtes trop drôle et tout. Et après il se barre. Et en fait juste après aux infos il y a l'histoire du meurtre de ce jeune hippie, du décès en tout cas de ce jeune hippie, etc. Et Joe il est pas si con que ça. Il rattache les bouts et il se dit putain ce mec a vraiment tué un hippie quoi. Et il se souvient de son nom, donc il arrive à trouver son numéro, à appeler son bureau. Et là, on se dit, il va le faire chanter, parce que du coup, c'est un grand bourgeois, un grand patron, et lui, c'est un petit prolo et tout. Et en fait, non. Il lui dit qu'il est super content d'être dans la confidence et de savoir ça, et qu'il l'admire beaucoup, et que pour lui, c'est un geste incroyable qu'il a fait. Et du coup, ils vont devenir potes, parce que en gros, le bourgeois, il a peur qu'il révèle son secret, donc il va être gentil avec lui. Et lui, il est vraiment genre en mode au top d'avoir un pote bourgeois qui a tué un hippie. Et du coup, il y a cette amitié hyper bizarre qui se lie entre les deux où, en gros, ça fait un peu le truc classe sociale, le bourgeois qui l'amène dans des soirées bourgeoises, mais pour se foutre de la gueule des autres bourgeois, et le prolo qui l'amène dans les soirées prolo, et le bourgeois qui se débride un peu et qui en gros se dit en fait ils sont pas si méchants ces prolos, tu vois. Et après ils vont se retrouver dans des fêtes hippies où genre tout le monde se met à poil et ils sont là en mode qu'est-ce que c'est que ça, et puis en fait finalement c'est pas si mal de coucher avec des jeunes filles. Enfin vraiment les deux gars sont des pourris, mais ils sont montrés comme tels, hein, c'est pas du tout glorifié. Et il y a un final un peu vraiment c'est très très sombre. J'ai trouvé le final pas très subtil.
Mais le film est assez intéressant sur ce qu'il dit de cette période, de comment c'était vécu par les Américains. Et voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Après, pour la suite, je vais juste évoquer rapidement 2 films que nous deux, on n'a pas vus. Mais pour vous dire justement où seront trouvables les retours. Donc il y a Pichoté, La loi du plus faible, de Hector Babenco, qui est un film brésilien dont vous aurez un article sur super7.fr par Anthony. Et Pearl, alors pour le coup qu'on n'a pas vu aux Alucos, mais qui avait été vu je crois à Deauville par PA. Okay. Et qui aura son article dans le prochain Super 7 Mag, parce que du coup comme dans le 2 on avait parlé de X, on s'est dit qu'on allait poursuivre, avoir cette petite continuité en parlant de Pearl dans le prochain mag. Donc voilà, l'article est prêt, je l'ai relu ce matin. Vous n'avez qu'à attendre le papier pour pouvoir le lire et avoir notre retour. Et pour terminer, je crois que le dernier film qu'on va aborder, c'est toi qui l'as vu, Deka. Bon, moi je l'avais vu aussi avant, mais je te laisse le présenter. Oui, alors on va parler de House, Ozu, de Obayashi, Nobuhiko Obayashi. Et d'ailleurs, juste te coupe, on l'évoque très rapidement dans l'épisode sur les fantômes. Quand tu parles de la culture japonaise, des fantômes japonais, etc., je parlais vite fait de ce film et toi, tu l'avais pas encore vu. Non, justement, parce qu'il allait justement être projeté aux hallucinations collectives et j'avais beaucoup envie de les découvrir. Alors, faut savoir qu'avant de le voir, on m'a dit tout et son contraire sur ce film. Enfin, on m'a dit tout son contraire, mais disons que le monde se sépare en 2 types de personnes. Ceux qui ont adoré ce film et ceux qui se trompent. Et donc, Pauline se trompe et me disait qu'elle détestait le film. Et c'est le cas aussi d'autres personnes. Donc, j'avais envie de me faire ma propre avis sur le film. Et pour couper court à tout suspense, j'ai absolument adoré House. Mais ça, j'en étais sûre. J'ai trouvé ça absolument immense. Et donc, on va en parler un petit peu. Alors, il y a eu une longue présentation quand même de House avant la projection. Et je me rappelle plus de tout, mais je vais essayer de vous donner quelques petites anecdotes plutôt sympas qui avaient été dites à ce moment-là. Donc, il faut savoir que Obayashi, lui, il vient un petit peu du cinéma japonais underground à la base. Et à un moment, il avait la possibilité de faire des pubs. Et plein d'autres réalisateurs underground de l'époque ont refusé cette proposition parce que ça ne l'intéressait pas de réaliser des pubs. Et Obayashi a dit ouais, je vais le faire, ça va me permettre d'avoir plein d'expériences et pouvoir, même si ça va être quand même dans un cahier des charges un peu précis, m'amuser et tester des choses. Donc il a fait pas mal de pubs, je crois plus de 2000. Donc quand même. Il a fait de la pub. Et donc à un moment, il a écrit il voulait donc faire son film à lui. Et ce film a été en grande partie écrit par comment on appelle quelqu'un qui écrit un film, son scénariste, qui est en fait sa fille de 11 ans. Ah, tout s'explique. Voilà, et en fait, il a demandé à sa fille de 11 ans qu'est-ce qui faisait peur à des adolescents. Et elle a fait tout un patchwork de tout ce qui la terrifiait elle en tant qu'adolescente. Et il en a écrit son film d'ici. Et donc, en gros, c'est la société Toho, donc qui est une grande société de production au Japon, qui a pris son scénario. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de très... chacun a bien sa place dans l'organigramme des sociétés de production japonaises, en tout cas, surtout à l'époque. C'est-à-dire que tu pouvais pas arriver dans une société et arriver et bam, réaliser ton film. Non, tu devais passer par certaines étapes, devenir après assistant réalisateur, et au bout d'un moment, tu arrivais à cette possibilité de réaliser ton film. Et donc, les réalisateurs attitrés de la Toho, quand ils ont vu le scénario de House, ils ont dit mais je ne peux pas réaliser ce truc, j'y comprends absolument rien. Qu'est-ce que tu veux que je réalise ça, quoi? Et donc le film n'a pas pu être réalisé pendant un moment et Obayashi a fait un peu du forcing en disant non mais moi je peux le réaliser ce film, mais en fait il y a que moi qui peux réaliser ce film parce que le scénario est complètement imbitable, ça part dans tous les sens, personne ne comprend rien, donc personne ne pouvait faire ça. Et finalement il a eu alors je sais plus qui exactement, mais il y a eu un petit peu
des personnes un petit peu plus connues qui ont dit bah il pourrait le faire, etc. Enfin, j'ai plus les noms exactement en tête. Bon, il se trouve, voilà, qu'il a pu réaliser ce film. Et ça a été vraiment un événement au Japon, quoi. C'est vraiment un film cultissime. Ouais. Mais donc, pour revenir un peu sur qu'est-ce qui est vraiment House, c'est compliqué. Ouais. C'est très, 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 très compliqué d'expliquer House, ouais. Pour vous dire, si les réalisateurs ont vu le scénario, ils ont dit non mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le mec était complètement sous LSD quand il l'a écrit. Et en fait, pour faire très simple, c'est un groupe de étudiantes, de collégiennes, je sais pas exactement, collégiennes je dirais, ou lycéennes japonaises. Ouais, collégiennes j'aurais eu tendance à dire. Peut-être, ouais. Enfin, bon. Qui partent du coup en vacances dans une maison, d'où le nom House, où il se passe beaucoup de choses. Et le film en gros part dans tous les sens de ce côté-là et que vous dire, en fait c'est le genre de film qu'il faut voir. On peut pas dire grand-chose sur le récit en tout cas. Ça partait dans tous les sens que c'est pas possible. Mais moi j'ai trouvé ça absolument génial. C'est kitsch au possible. Ah oui. Ça c'est alors si vous n'avez pas le kitsch, il faut passer à côté. Ça sera pas pour vous. Mais le film est complètement second degré. C'est un mélange d'horrifique et vraiment de comédie parce que ça part en tous les sens. Je pense pas que le film ait vraiment pour but de faire peur, quoique, mais c'est vraiment un condensé de culture japonaise, de culture du fantôme japonais, tout mélangé. Et moi, je trouve que c'est absolument génial, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et quand je disais en rigolant qu'il y a ceux qui aiment et ceux qui se trompent, en vrai, il y a surtout ceux qui rentrent dans le délire du film. Oui, c'est ça. Et ils prennent un pied absolument incroyable et c'est absolument génial. Et ceux qui vraiment doivent vivre ça comme une torture infâme parce qu'on n'arrive pas à rentrer et on se dit mais qu'est-ce que je regarde, quoi. Et en fait, c'est ça pour moi. Et ce que j'avais un peu dit, déjà, c'est pas que je déteste le film, c'est que je n'ai pas été réceptive au film et du coup j'ai vécu un moment compliqué. Mais tu vois, je t'avais dit que je pensais que ça allait te plaire. Ouais. Donc je dirais pas oui, je pense que ça va trop te plaire et tout si je trouvais que vraiment le film était immonde. Oui, tu vois. Ou alors ça voudrait dire que je pense que t'as vraiment des goûts de merde. Oui. Mais en fait, moi je suis vraiment pas du tout rentrée dans le délire et ce que je dis beaucoup aussi quand je parle de ce film, c'est que je pense qu'il faut avoir certains codes de la culture japonaise. Ou au moins s'y intéresser pour rentrer dans le délire parce que comme t'as dit c'est un peu un patchwork de plein de trucs de la culture japonaise, du coup de tout ce qui terrifie donc la fille d'Obayashi, donc forcément des trucs quand même assez ancrés dans la culture japonaise et quand il te manque quasiment toutes les clés pour comprendre les 15 000 refs à la minute, forcément c'est dur à encaisser. Y a beaucoup de choses qui font penser un peu à l'univers, je trouve, du manga, de la BD, enfin même dans le montage, et qui du coup, je pense, culturellement là-bas, ils doivent trouver ça soit trop drôle, soit incroyable de voir toutes ces références, et où moi, ça me faisait pas rire, parce que c'est pas mes références à moi, et donc j'ai plutôt subi le moment, et où c'est vraiment ça... Déjà qu'au début, ça rentre assez vite dans un truc bizarre, mais ça part vraiment de plus en plus en live dans le film. Et au bout d'un moment, si t'es pas rentré dedans, tu satures, quoi. Et donc moi, c'est ce que j'ai vécu, mais à côté de ça, je comprends qu'on puisse rentrer dans le délire quand c'est une culture qui nous parle un peu, etc. Et que ce soit un très bon moment, justement, assez jouissif. Et d'ailleurs, le film, comme t'as dit, est culte, et c'est pas pour rien. Et je voulais dire, il ressort bientôt. Oui. C'est Potemkin. Oui, je crois que c'est Potemkin. Ouais. Donc voilà, vous aurez peut-être vous aussi la chance de le découvrir au cinéma. La chance ou pas, ça dépendra de où vous vous situez. Voilà, de quel côté vous êtes. Et puis surtout, nous on va en parler un peu plus, je pense, sur le site internet à l'occasion de la ressortie. Mais juste pour revenir un peu sur le film, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est que je trouve qu'il y a un côté complètement absurde et second degré. Tous les personnages des collégiennes, ils sont tous complètement clichés. Enfin, c'est dit comme ça, c'est absolument n'importe quoi. On a la collégienne qui, vraiment, sa passion, c'est de faire du nettoyage et elle passe son temps à nettoyer, elle adore ça. Il y a la collégienne qui, elle, passe son temps juste à manger et voilà, elle adore manger. Et en fait, tout est complètement
mais ironique en fait. C'est-à-dire qu'on a aussi des scènes qui montrent un peu vraiment ce truc très patriarcal de la société japonaise, avec l'homme qui lui est le père de maison, qui est là et qui va sauver les gens et tout. Et c'est tellement fait dans des scènes ultra mielleuses, complètement outrancières et du coup je trouve que ça passe super bien quoi. Et du coup des fois on pourrait dire ah ouais bah, franchement c'est quand même ultra misogyne quoi ce qui est montré et tout, mais je trouve que justement ça prend à contre-pied ce truc là, c'est complètement ridiculisé. Et le personnage par exemple de l'homme là qui est montré comme le père de famille, comme celui qui va nous sauver parce que c'est l'homme, etc. Enfin, vous verrez, en fait, il est tout aussi ridicule et il va sauver personne, quoi. Enfin, vraiment. Et en fait, on s'en fout presque de lui. Au début, on est là, oui, regardez, ils sont 3%. Et puis, le film se fait avec les personnages féminins et les gens, on en a rien à foutre, quoi. On les met dans le coin, on les ridiculise encore plus que les autres. Et puis, mais je sais pas, le film est. Même au niveau de la réalisation, je crois qu'il s'est fait plaisir, quoi. Il y a des effets dans tous les sens. D'ailleurs, pour le coup, moi je l'avais découvert chez moi et je pense que voir au cinéma, ça doit quand même apporter une autre dimension au film. Oui, surtout que là, il a été remis bien comme il faut, restauré, etc. Donc, jusqu'à maintenant, c'était un peu compliqué de le voir dans des conditions très optimales, mais maintenant, quand même, c'est le cas. Et au cinéma, ouais, non, c'était génial. Moi, j'ai rigolé, mais tellement pendant le film de tout et rien, quoi, que j'ai trouvé ça génial. Donc, House. Très content, j'avais peur du coup quand même de le voir et de me dire ça va être horrible et en fait je vais être super déçu et tout parce que ça arrive des fois et en plus j'avais fait l'ouverture avec Shin Ultraman qui là était aussi quelque chose de ultra kitsch et second degré et pour le coup où j'étais pas du tout rentré dedans, ça m'avait pas du tout plu, je me suis dit j'ai quand même peur que ça soit le cas de House. Mais au bout de 5 minutes, j'étais complètement dedans et j'avais pas envie que ça se termine et j'ai pensé au film après pendant quelques jours, j'avais qu'une envie, c'était de le revoir. Donc franchement, regardez House au moins pour la culture, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, et je crois qu'on a fait le tour des films qu'on a vus lors de cette édition des Hallucinations collectives. Ouais. On n'a pas pu couvrir l'ensemble du festival. Ouais, malheureusement. Parce qu'on travaillait. Ouais. Mais on devait avoir quelqu'un qui devait être sur le festival et qui devait du coup tout couvrir, mais on a eu quelques soucis qui fait qu'on a dû se débrouiller nous-mêmes et conjuguer le travail et les séances, donc on a fait au mieux. Mais je pense que ça donne déjà un bon aperçu des différentes choses que vous pouvez découvrir aux Aluco et j'espère que ça vous aura donné envie de peut-être participer à la prochaine édition. Ouais. Et puis nous aussi. Ça au Comédia à Lyon, je crois qu'on l'avait pas Comédia, dit, mais ça fait 16 ans je crois et 16 ans que ça se fait au cinéma Comédia de Lyon. Et qu'il y a de plus en plus de monde qui vient le voir, quoi. Donc on vous dit peut-être à l'année prochaine dans les salles du Comédia et en attendant à très vite peut-être un nouveau Studio 7 en festival, ça fait quasiment un an, peut-être un nouveau hors-série et sinon d'autres épisodes normaux. Exactement. Au revoir. Au revoir.